Le testament a été un verdict, pour mon frère, leur joyau, la villa parisienne de 1,5 M €, prête à vivre. Pour moi, leur débarras, la vieille ferme bretonne et ses dettes. Mon fiancé a choisi le camp du gagnant pour gérer sa fortune. Mais ils ignoraient tous que ce débarras protégeait un secret de famille valant 10 fois leur héritage. Je m'appelle Solène. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'assister à mon propre enterrement. L'étude du notaire, maître Dubois, est un sanctuaire de silence et de bois sombre. Les murs sont tapissés de livres aux reliures de cuir qui semblent avoir absorbé des décennies de secrets de famille, de chagrin et de cupidité. L'air sent la cire d'abeille et le papier ancien, une odeur qui, en temps normal, m'aurait apaisé, moi qui passe mes journées à redonner vie à de vieux meubles. Mais aujourd'hui, cette odeur m'étouffe. Assis à côté de moi, Grégoire, mon fiancé, a posé sa main sur la mienne. Un geste qui se voudrait réconfortant, mais sa paume est moite et ses doigts sont immobiles, un poids mort plutôt qu'un soutien. En face de nous, mes parents, Jean-Pierre et Martine, encadrent mon petit frère, Augustin. Mon père fixe un poing invisible sur le bureau en acajou, le visage fermé, tandis que ma mère ajuste nerveusement son foulard en soie. Augustin, lui, arbore une expression de tristesse de circonstance, mais je vois l'impatience qui crispe les coins de sa bouche parfaitement dessinée. Il ressemble à un acteur médiocre attendant sa réplique. Maître Dubois, un homme au crâne lisse et aux lunettes sévères, se racle la gorge. Le son brise le silence pesant. Nous sommes donc réunis pour la lecture des dispositions testamentaires de Monsieur et Madame Legrand, vos parents, ici présents. Ils ont souhaité, de leur vivant, clarifier la transmission de leurs biens. Une vague de froid me parcourt. Ce n'est donc pas un testament post-mortem, mais une donation de leur vivant. Une exécution en direct. Le notaire déplie le document avec une lenteur calculée. Je sens le regard de ma mère glisser sur moi, une fraction de seconde, avant de se reporter, plein d'adoration, sur son fils. Mon frère. Le joyau de la famille. Je commence, dit le notaire. Pour notre fils, Augustin Legrand, nous léguons la pleine propriété de notre appartement situé dans le 16e arrondissement de Paris, avec tous les meubles et objets s'y trouvant, estimés à ce jour à la valeur de 1 500 000 €. Ma mère laisse échapper un petit soupir de fierté contenue. Je la vois du coin de l'œil, son visage s'illuminant comme si elle venait de recevoir le prix elle-même. Augustin baisse la tête, jouant la modestie, mais je n'oublierai jamais l'éclair de triomphe qui a traversé ses yeux. 1,5 million d'euros. Un appartement haussmannien, prêt à vivre, dans l'un des quartiers les plus chers de la capitale. Une vie entière offerte sur un plateau d'argent. Le notaire poursuit, sa voix monocorde, nous léguons également à notre fils Augustin la totalité de nos liquidités et de nos portefeuilles d'actions, afin de lui assurer un départ serein dans la vie. La main de Grégoire se crispe sur la mienne. Je sens une décharge électrique, non pas d'amour, mais de calcul. Il est conseiller financier. Je peux presque entendre les rouages de son cerveau qui tournent, évaluant la nouvelle fortune de mon frère. Puis, le silence. Un silence qui s'étire, lourd, gênant. Maître Dubois semble chercher ses mots. Il ajuste ses lunettes. Et, pour notre fille, Solène Legrand. Tous les regards convergent vers moi. Je me sens comme un insecte sous une loupe. Nous léguons la vieille ferme familiale, connue sous le nom Les Ajoncs, située dans la commune de Plougasnou, en Bretagne. Le silence qui suit est assourdissant. La ferme. Le débarras, comme ma mère l'appelait. La maison délabrée de ma grand-mère, où personne n'a mis les pieds depuis 10 ans, à part les courants d'air et les araignées. Une bâtisse de pierre mangée par le lierre, au toit percé, sans valeur marchande réelle, pire que tout, grevée de dettes. Je reste figé, le souffle coupé. Ce n'est pas un héritage, c'est une condamnation. C'est une façon de me dire, officiellement, devant notaire, que je suis le problème, le fardeau, la ruine. Sur le chemin du retour, dans la voiture, le silence est une arme. Grégoire n'a pas dit un mot. Il serre le volant, ses jointures sont blanches. Je le regarde, attendant une parole, un geste, n'importe quoi. Grégoire, je murmure. Il tourne la tête vers moi, et pour la première fois, je ne vois plus d'amour dans ses yeux. Je vois une calculette. Solène,
tu sais qu'il y a des arriérés d'impôts fonciers sur cette ferme, n'est-ce pas? Tes parents sont. Il s'interrompt, secouant la tête. C'est incroyable. Ce n'est pas de la compassion que j'entends dans sa voix. C'est du mépris. Le mépris d'un investisseur pour un actif toxique. Et cet actif, c'est moi. La nuit qui a suivi le rendez-vous chez le notaire a été longue et blanche. Grégoire dormait à côté de moi, ou du moins il en donnait l'impression, son corps tourné de l'autre côté du lit, un continent de distance entre nous. Moi, je fixais le plafond, et les souvenirs affluaient, non pas comme des vagues douces, mais comme des éclats de verre. Chaque éclat ravivait une blessure ancienne, une cicatrice que je pensais refermer. Je me suis revue, enfant, pendant les étés passés en Bretagne. La ferme n'était pas encore une ruine, mais le domaine de ma grand-mère, Yvette. C'était la seule personne de ma famille dont les yeux s'illuminaient vraiment en me voyant. Elle ne me demandait pas mes notes, ne commentait pas mes vêtements toujours un peu tachés de terre ou de peinture. Elle sentait le bois, la lavande et le pain chaud. Elle me laissait passer des heures dans son atelier, au fond du jardin, où elle réparait de vieux meubles. C'est elle qui a mis mes premiers outils dans les mains, m'apprenant à sentir les veines du bois, à respecter son histoire. Chaque marque est une vie, Solène, disait-elle. Ne cherche pas à tout effacer. Cherche à comprendre. Mes parents, eux, ne comprenaient pas. Pour eux, mes étés en Bretagne étaient une solution de gardiennage pratique. Quand ils venaient nous chercher, ils couvraient Augustin de cadeaux pour s'excuser de leur absence, tandis que moi, je recevais une tape sur la joue et un « Alors, tu t'es bien amusé à jouer dans la boue ?» Un souvenir en particulier me hante cette nuit-là. J'avais 16 ans. Mes parents avaient décidé de « faire du vide » dans la maison de mes grands-parents paternels, récemment décédés. Au milieu du salon, il y avait une vieille commode en marqueterie. Elle était abîmée, le vernis était écaillé, mais je voyais sa beauté, son potentiel. Avec mes connaissances encore balbutiantes, j'avais reconnu le style, le travail. J'avais essayé de leur expliquer. Papa, maman, attendez. Ne la vendez pas à un brocanteur. Elle a de la valeur. C'est peut-être un meuble d'époque. Laissez-moi essayer de la restaurer. Mon père, Jean-Pierre, m'avait regardé par-dessus ses lunettes, un air d'agacement sur le visage. Solène, arrête avec tes bêtises. Qu'est-ce que tu y connais? Ce n'est qu'un vieux meuble qui prend la poussière. Mais j'ai lu des livres, C'est là que sa voix avait claqué, sèche et définitive, comme une porte qui se ferme. Tais-toi. Tu sais quoi, toi? Occupe-toi de tes études au lieu d'essayer de faire la leçon à tes parents. Ma mère, Martine, avait ajouté d'une voix faussement douce. Ton père a raison, ma chérie. C'est une affaire d'adulte. Ils avaient vendu la commode pour 300 € à un homme qui n'avait même pas caché son sourire ravi. Une semaine plus tard, Augustin avait eu un nouvel ordinateur, pour ses études. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que ma voix n'avait pas de poids, que mes connaissances étaient des bêtises, et que ma passion était une lubie d'enfant. Alors j'ai appris à me taire. Le silence est devenu mon armure, ma façon de survivre dans cette maison où je n'étais qu'une ombre à côté du soleil éclatant qu'était mon frère. Je me suis tue quand Augustin a eu sa première voiture à 18 ans, alors que je devais prendre le bus. Je me suis tue quand mes parents ont payé son loyer à Paris pendant toutes ses études de marketing, alors que je cumulais les petits boulots pour financer mon école d'ébénisterie. Je me suis tue quand il parlait de ses futurs projets grandioses, en ignorant superbement mon petit atelier que j'avais monté seul, à la sueur de mon front. Ce silence, je l'avais poli pendant des années. Il était devenu une seconde nature. Et aujourd'hui, dans le bureau du notaire, il m'avait encore une fois servi. J'étais restée silencieuse quand on m'avait jeté une ruine à la figure. Mais cette nuit, pour la première fois, mon silence me semblait assourdissant. Il n'était plus une armure. C'étaient les barreaux de ma propre cage. Et je réalisais, avec une horreur glacée, que j'avais moi-même aidé mes geôliers à en forger chaque barreau. L'amour, ou ce que je croyais être l'amour, a tendance à nous rendre sourds et aveugles. En repensant à ma relation avec Grégoire, je réalise que les signaux d'alarme étaient là, clignotant comme des néons dans la nuit, mais j'avais choisi de les ignorer. J'avais tellement soif d'être vue, d'être choisie, que j'avais pris son intérêt pour de l'amour inconditionnel.
Je l'avais rencontré lors d'une petite exposition d'artisans locaux. J'y présentais une console que j'avais mis des mois à restaurer. Il s'était approché, non pas avec la curiosité polie des autres visiteurs, bu avec un regard intense, presque prédateur. Il n'avait pas commenté la beauté de l'objet, mais la complexité du travail. Ça demande une patience infinie, ce que vous faites, m'avait-il dit. C'est une compétence rare. Monétisable, si c'est bien géré. J'aurais dû tiquer sur ce mot. Monétisable. Mais j'étais flatté. Il ne voyait pas seulement une bricoleuse, il voyait une professionnelle. Il était élégant, intelligent, il travaillait dans la finance, un monde qui me semblait aussi lointain que la lune. Il représentait tout ce que ma famille valorisait, le succès, l'argent, le statut. En tombant amoureuse de lui, une partie de moi espérait sans doute leur prouver que moi aussi, je pouvais avoir tout ça. Les premiers temps ont été idylliques. Il semblait fasciné par mon monde, par l'odeur de la térébenthine dans mon atelier, par la poussière de bois sur mes vêtements. Il disait admirer mon indépendance, ma créativité. Mais avec le recul, je vois les fissures. Il y avait ses commentaires, lancés l'air de rien. En voyant mes relevés de compte, il avait souri, c'est admirable de vivre de sa passion. Mais tu ne penses pas que tu pourrais optimiser? Produire plus vite, prendre des pièces moins complexes mais plus rentables? Je lui avais parlé du temps, du respect de l'objet, des mots de ma grand-mère. Il avait hoché la tête, un petit sourire en coin, comme on écoute un enfant parler de ses rêves de devenir astronaute. Et puis, il y avait sa relation avec ma famille. Au début, j'étais ravie. Il l'adorait. Enfin un homme bien pour notre Solène, s'était exclamé ma mère. Mon père discutait avec lui de placements et de marchés boursiers, des sujets auxquels je ne comprenais rien. Grégoire était leur pont vers moi. Mais très vite, il est devenu leur allié. Je me souviens d'un dîner de famille. J'expliquais, avec une fierté timide, que j'avais été choisie pour restaurer une commode pour le petit musée de notre ville. Avant que j'aie pu finir, Augustin avait pris la parole pour raconter sa dernière campagne publicitaire pour une marque de soda. Mes parents buvaient ses paroles. Le sujet avait dévié, mon petit succès déjà oublié. J'avais baissé les yeux vers mon assiette, l'habitude. C'est là que Grégoire avait posé sa main sur mon bras et murmuré à mon oreille, « Ne t'en fais pas. C'est normal qu'il soit fier de lui. C'est plus concret, tu comprends? Concret. Mon travail, mes mains, le bois que je pouvais toucher, ce n'était pas concret. Une campagne publicitaire virtuelle, si. À ce moment-là, j'avais ressenti une pointe de malaise, mais je l'avais chassé. Je m'étais dit qu'il essayait de me protéger, de justifier leur comportement. Je ne voyais pas qu'il était déjà d'accord avec eux. Un autre soir, après une énième comparaison de ma mère entre mon petit atelier et le brillant avenir d'Augustin, Grégoire m'avait pris dans ses bras. Tu sais, m'avait-il dit doucement, toi et ta grand-mère, vous semblez être d'une trempe particulière. Une sorte de clan à part dans la famille. J'avais souri, prenant ça pour un compliment, pour la reconnaissance de mon lien unique avec Yvette. Je réalise maintenant que ce n'était pas un compliment. C'était une observation. Une analyse de risque. Il avait déjà identifié qui était dans le camp des gagnants et qui était dans celui des perdants. Et il avait déjà commencé à calculer de quel côté il devait se ranger. Le couperet est tombé une semaine après la lecture du testament. Une semaine de silence glacial, de nuits passées dos à dos, de petits déjeuners où le seul bruit était celui des couverts sur la porcelaine. J'avais essayé de lui parler, de lui expliquer ce que je ressentais, pas à propos de l'argent, mais à propos de l'humiliation. Il m'écoutait d'une oreille distraite, les yeux fixés sur son téléphone, consultant les cours de la bourse. Ce soir-là, il est rentré plus tard que d'habitude. Il portait un de ses costumes les plus chers, celui qu'il réservait pour les rendez-vous importants. Il n'a pas allumé la lumière du salon où je l'attendais. Il est resté dans l'embrasure de la porte, une silhouette sombre découpée dans la lumière du couloir. « Il faut qu'on parle, Solène, a-t-il dit. » Sa voix était neutre, dénuée de toute émotion. La voix qu'il utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles à ses clients. J'ai senti mon cœur se serrer. Je t'écoute. Il a fait quelques pas dans la pièce. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. À nous.
À notre avenir. Il a marqué une pause, comme pour peser l'impact de ses prochains mots. Je suis un homme qui construit, Solène. Je construis des portefeuilles, des stratégies, des avenirs. J'ai besoin d'une partenaire, pas d'un projet de rénovation. La violence de ces mots m'a frappé en pleine poitrine. Un projet de rénovation. C'est ce que j'étais devenue à ses yeux. Une vieille ferme délabrée qu'il n'avait ni le temps ni l'envie de sauver. C'est à cause de l'héritage, n'est-ce pas? Ma voix était à peine un murmure. Il a eu un petit rire sans joie. L'héritage n'est qu'un symptôme. C'est un révélateur. Regarde la situation froidement, Solène. Fais comme moi, analyse les faits. Il a commencé à arpenter le salon, comme s'il présentait un dossier à un conseil d'administration. D'un côté, ton frère. Il a un capital de départ de 1,5 million, des actifs liquides, un bien immobilier de prestige. C'est un investissement solide, à fort potentiel de croissance. Et de l'autre côté, il y a toi. Un petit atelier artisanal qui peine à être rentable, et maintenant, une ruine en Bretagne qui va te coûter une fortune en réparation et en impôts. Dis-moi, si tu étais moi, sur lequel des deux tu miserais? Je le regardais, abasourdi par la cruauté de sa logique. Il ne parlait pas d'amour, de soutien, de promesses. Il parlait de rendement, de potentiel de croissance, de mise. Mais nous nous aimons, Grégoire. Il s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux. Le masque est tombé. Je n'ai vu que du froid, de l'ambition et une pointe de pitié. Je suis un investisseur, Solène. Et je dois choisir le meilleur investissement. Tu comprends, n'est-ce pas? Il n'attendait pas de réponse. Il a posé la bague de fiançailles sur la table basse. Le diamant a brillé un instant sous la faible lumière, comme une larme de verre. Puis il s'est dirigé vers la porte. Je te souhaite bonne chance avec tes projets. La porte s'est refermée. Le son a résonné dans l'appartement vide et dans mon cœur dévasté. Je suis restée là, assise dans le noir pendant des heures, le mot « investissement » tournant en boucle dans ma tête. La confirmation finale, le coup de grâce, est arrivé 2 jours plus tard. Je scrollais sans but sur les réseaux sociaux, essayant d'anesthésier ma douleur, quand je suis tombée sur une publication de mon frère, Augustin. C'était une photo de lui, tout sourire, sur le balcon de son nouvel appartement parisien. Le soleil couchant illuminait la tour Eiffel en arrière-plan. À côté de lui se tenait Grégoire, un verre de champagne à la main, l'air triomphant. La légende disait: on commence à bâtir l'empire avec mon conseiller financier personnel et nouvel associé. Le futur est prometteur. #succès, #pari, #partenariat. J'ai lâché mon téléphone comme s'il me brûlait les doigts. Il n'avait pas seulement choisi un autre camp. Il avait planifié son coup. Il n'avait pas attendu que mon corps soit froid pour danser sur ma tombe. Il avait commencé à danser alors que je suffoquais encore. À cet instant, le chagrin s'est transformé. Une nouvelle sensation, dure et froide comme l'acier, a commencé à prendre forme dans mes veines. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la rage. Paris était devenu une cage. Chaque coin de rue me rappelait un souvenir avec Grégoire, chaque vitrine de luxe me renvoyait l'image du sourire suffisant de mon frère. L'air même me semblait vicié, chargé de leur triomphe et de mon humiliation. Je ne pouvais plus rester. Il n'y avait qu'un seul endroit où aller. Un seul endroit qui, malgré son délabrement, ne me jugerait pas. J'ai fait un sac, sans vraiment réfléchir. Quelques vêtements, mes outils les plus précieux, et la vieille boîte en bois contenant les quelques lettres que ma grand-mère m'avait écrites. J'ai laissé les clés de l'appartement sur la table, à côté de la bague de fiançailles que Grégoire avait abandonnée. Je ne savais pas ce que j'allais faire, seulement que je devais partir. Les heures de route vers la Bretagne ont été un long tunnel flou. La radio était éteinte. Seul le bruit monotone du moteur et le défilement du paysage m'accompagnaient. Peu à peu, les immeubles gris de la banlieue ont laissé place aux champs verts, puis aux routes sinueuses bordées de talus et de fougères. L'air qui entrait par la fenêtre a changé d'odeur. Il sentait la terre humide, l'herbe coupée et, bientôt, le sel. L'odeur de mon enfance. L'odeur de la liberté. Quand j'ai enfin tourné dans le chemin de terre qui menait à la ferme, les ajoncs,
mon cœur s'est serré. Elle était pire que dans mes souvenirs. Le portail en fer forgé, autrefois peint en noir, n'était plus qu'un squelette rouillé, à moitié dévoré par les ronces. Les murs de pierre grise étaient zébrés de fissures sombres, et le toit d'ardoise s'était affaissé par endroits, comme une colonne vertébrale brisée. La nature avait commencé à reprendre ses droits, le lierre grimpant jusqu'aux fenêtres du premier étage, leurs volets décrépits battant au gré du vent comme des paupières fatiguées. J'ai coupé le moteur. Le silence était total, seulement troublé par le chant d'un oiseau et le murmure du vent dans les grands pins qui entouraient la propriété. J'ai inspiré profondément. C'était ça. Le calme. Un calme si profond qu'il en était presque assourdissant après le vacarme incessant de Paris. La clé, une énorme clé en fer, a tourné dans la serrure avec un grincement de protestation. La porte s'est ouverte sur une odeur de poussière, de renfermé et de bois humide. La lumière qui filtrait à travers les vitres sales dessinait des rectangles pâles sur le sol en tomates, révélant des toiles d'araignée aussi vastes que des cartes géographiques. J'ai fait quelques pas à l'intérieur. Mes pas résonnaient dans le vide. Je suis allé dans la grande pièce principale, où trônait encore l'immense cheminée de granit noir. J'ai passé ma main sur le manteau de la cheminée, froid et granuleux. J'ai revu ma grand-mère, attisant les flammes, son visage ridé illuminé par la lueur dansante. J'ai traversé ce qui était la cuisine, où une vieille cuisinière à bois rouillait dans un coin. Puis je suis monté à l'étage par l'escalier en bois qui gémissait sous mon poids. Ma chambre. La petite chambre sous les combles, avec sa lucarne qui donnait sur le champ derrière la maison. Le papier peint à fleurs était jauni et décollé par l'humidité, mais je pouvais encore sentir la présence rassurante de mes étés d'enfant. C'était mon refuge. Le seul endroit au monde où j'avais jamais eu l'impression d'être complètement moi-même. Je me suis assise sur le rebord de la fenêtre, regardant le paysage sauvage et magnifique. Je me sentais incroyablement seule, mais pour la première fois depuis des jours, je n'étais plus désespérée. Cette maison, cette ruine, ce fardeau, c'était tout ce qu'il me restait. C'était à moi. Et curieusement, cette idée ne m'effrayait pas. C'était un point de départ. Un champ de ruines sur lequel, peut-être, je pourrais reconstruire quelque chose. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, j'ai entendu un bruit dans le jardin. Une silhouette frêle, penchée sur ce qui avait été le potager de ma grand-mère. C'était une vieille femme, les cheveux blancs noués en un chignon serré, portant un tablier par-dessus sa robe. Elle s'est redressée en m'entendant approcher. « Solène ? Ma petite Solène, c'est bien toi ?» C'était Madame Élodie, notre plus proche voisine, l'amie de toujours de ma grand-mère. Son visage était un parchemin de rides bienveillantes. Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte qui sentait la terre et le café fort. Je me disais bien que j'avais vu une voiture, a-t-elle dit en me regardant avec des yeux perçants. Tu as l'air fatigué, mon enfant. Ta grand-mère serait si heureuse de te voir revenir. Cette maison, elle t'attendait. Elle a peut-être l'air vieille et malade, mais crois-moi, ses os sont encore solides. Ces mots, simples et directs, ont été le premier véritable baume sur ma blessure. Elle n'a pas parlé d'argent, de vente, de problèmes. Elle a parlé d'attente, d'os solides. Elle a parlé de la maison comme d'un être vivant. Et pour la première fois, je l'ai regardée de la même façon. Les premiers jours à la ferme ont été un mélange étrange de travail physique éreintant et de paix intérieure. Je me levais avec le soleil, passais mes journées à désherber le jardin envahi par les orties, à déclouer des planches pourries, à nettoyer des années de saleté et d'abandon. Chaque muscle de mon corps me faisait mal, mes mains étaient couvertes d'ampoules et d'égratignures, mais mon esprit, lui, se calmait. Le travail manuel, honnête et direct, vidait ma tête des pensées toxiques qu'il avait empoisonnées à Paris. Le soir, épuisé, je m'asseyais sur le perron avec une tasse de thé, regardant le ciel passer du rose à l'indigo. Madame Élodie venait souvent me tenir compagnie, m'apportant une part de fard breton ou un bol de soupe chaude. Elle me parlait de ma grand-mère, me racontait des anecdotes que je n'avais jamais entendues. Elle ne posait pas de questions sur Paris, sur Grégoire, sur ma famille. Elle sentait que je n'étais pas prête. Elle me donnait de l'espace et du temps, deux choses dont j'avais désespérément besoin. J'évitais mon téléphone. Je ne voulais pas de nouvelles du monde que j'avais fui.
Je savais que des messages et des appels en absence s'accumulaient, mais l'idée même de les consulter me donnait la nausée. Je vivais dans une bulle, une parenthèse hors du temps, et je m'y accrochais de toutes mes forces. Mais les bulles finissent toujours par éclater. Un après-midi, alors que je tentais de réparer un volet qui menaçait de tomber, mon téléphone, que j'avais laissé sur le rebord de la fenêtre, s'est mis à sonner. L'insistance de la sonnerie m'a fait comprendre que ce n'était pas un appel ordinaire. J'ai regardé l'écran. Tante Alix. La sœur de ma mère. J'ai hésité, puis, avec un soupir, j'ai décroché. Solène? Ma chérie. Enfin, je te trouve. Mais où étais-tu passée? Tes parents sont morts d'inquiétude. Sa voix était mielleuse, un ton faussement compatissant que je connaissais trop bien. Bonjour, tante Alix. Je vais bien. Je suis en Bretagne. En Bretagne? Mais qu'est-ce que tu fiches là-bas, dans ce trou perdu? Le vernis de la sollicitude commençait déjà à craquer. Écoute, ma chérie, tes parents m'ont demandé de t'appeler. Ils sont vraiment peinés par toute cette histoire. Peinés? Le mot m'a semblé tellement absurde que j'ai failli en rire. Oui, bien sûr. Ils ne voulaient pas te faire de mal, tu sais. C'est juste que, bon, Augustin a besoin d'un meilleur départ dans la vie, c'est un garçon. Et puis, ils se font du souci pour toi. Tu es toute seule, là-bas, dans cette masure. Je sentais la colère monter, une vague lente et chaude. J'ai serré le téléphone plus fort. Je n'ai pas besoin qu'on se fasse du souci pour moi. Oh, ne sois pas comme ça, Solène. On est une famille. On doit se serrer les coudes. Elle a marqué une pause, et j'ai su que le véritable but de son appel arrivait. Justement, en parlant de ça. Augustin a eu une idée formidable. Il a un contact, un promoteur immobilier, qui serait très intéressé par le terrain. Ils veulent construire un petit complexe hôtelier de luxe. C'est une opportunité en or. Ils t'en offriraient un bon prix, tu sais. Assez pour rembourser les dettes et te mettre un petit quelque chose de côté. Tu pourrais revenir à Paris, prendre un nouveau départ? J'écoutais, sidéré. Ils n'avaient même pas attendu un mois. Ils avaient déjà un plan pour se débarrasser de moi et de mon héritage encombrant. Ils voulaient raser la maison de ma grand-mère pour construire un hôtel de luxe. L'ironie était si cruelle, si parfaite, qu'elle m'a coupé le souffle. Ils veulent que je vende, ma voix était blanche. C'est pour ton bien, ma chérie, a-t-elle insisté. Tes parents pensent que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Tu te débarrasses d'un fardeau, Augustin fait une bonne affaire avec son contact. C'est gagne-gagnant. C'est là que quelque chose a cédé en moi. Le barrage que j'avais construit pendant des années, fait de silence, de patience et de déception contenue, s'est fissuré. Ce n'était plus seulement de la négligence ou de la maladresse. C'était un acte délibéré. Il voulait effacer la dernière trace de ce que j'étais, le dernier lien avec la seule personne qui m'avait vraiment aimé, pour le profit de mon frère. Non, j'ai dit. Le mot est sorti, sec et froid. Pardon? Tante Alix semblait surprise. J'ai dit non. Je ne vends pas. Mais Solène, sois raisonnable. Et puis, elle a ajouté la phrase de trop. La phrase qui a tout fait exploser. Tes parents disent que tu fais une crise. Et entre nous, ton père pense que tu devrais accepter. L'argent de la vente, si tu le confies à Grégoire, qui est si compétent, qui sait, peut-être qu'il reviendrait sur sa décision? Un homme comme lui, il aime les femmes qui ont un peu d'ambition. J'ai raccroché. J'ai jeté le téléphone dans l'herbe haute. Je tremblais de la tête aux pieds. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même plus de la rage. C'était une certitude froide et absolue. Il ne s'arrêterait jamais. Ils continueraient à me piétiner, à me dévaloriser, à essayer de me modeler à leur image jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Sauf que cette fois, je n'allais pas les laisser faire. Je me suis redressée. J'ai regardé la vieille ferme, non plus comme une ruine, mais comme mon territoire. Ma forteresse. Et j'ai décidé que s'ils voulaient la guerre, ils l'auraient. Mais je n'allais pas me battre avec leurs armes. J'allais me battre avec les miennes. Ma décision était prise, mais je ne savais pas encore comment riposter.
Je savais seulement que je devais commencer par comprendre. Comprendre cette maison, son histoire, et le lien qui m'unissait à elle. Poussé par une énergie nouvelle, une colère transformée en détermination, j'ai décidé de m'attaquer au nettoyage de la pièce la plus sacrée de la maison, le petit bureau de ma grand-mère. La pièce était restée presque intacte, simplement recouverte d'un linceul de poussière. Une vieille machine à écrire reposait sur le bureau, à côté d'une pile de livres sur la botanique et l'histoire locale. Mais c'est la grande bibliothèque en chêne qui couvrait tout un mur qui a attiré mon attention. Ma grand-mère disait toujours que tous ses trésors étaient dans ses livres. J'ai passé des heures à vider les étagères, à essuyer chaque volume, redécouvrant des titres que j'avais oubliés. C'est en déplaçant le dernier rang de livres, sur l'étagère la plus basse, que j'ai senti quelque chose d'inhabituel. Le panneau de bois du fond bougeait légèrement sous mes doigts. Intrigué, j'ai forcé un peu. Le panneau a pivoté sur des charnières invisibles, révélant une petite cavité sombre dans le mur. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai glissé ma main à l'intérieur, mes doigts rencontrant le contact froid et lisse d'une boîte en métal. Je l'ai sortie. C'était une simple boîte à biscuits, rouillée par endroits. Je l'ai secouée. Rien. Avec une vieille lime trouvée sur le bureau, j'ai réussi à faire sauter le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait ni or ni bijoux. Il y avait un vieux carnet de cuir noir, un paquet de lettres jaunies liées par un ruban de satin délavé, et une petite clé en laiton à la forme étrange. J'ai pris le carnet. La couverture était douce et usée sous mes doigts. Je l'ai ouvert. L'écriture de ma grand-mère, fine et élégante, couvrait les pages. Ce n'était pas un simple journal intime. C'était un registre méticuleux, un inventaire secret. Je me suis assise par terre, le dos contre la bibliothèque, et j'ai commencé à lire. Et le monde, tel que je le connaissais, a basculé. Ma grand-mère Yvette, que toute la famille décrivait comme une simple femme de fermier, était en réalité la dernière descendante d'une famille d'amateurs d'art parisiens, ruinée après la Seconde Guerre mondiale. Réfugiée en Bretagne, elle avait utilisé les derniers vestiges de sa fortune, quelques bijoux de famille vendus en secret non pas pour vivre dans le luxe, mais pour soutenir les artistes locaux. Le carnet était rempli de noms, de dates et de sommes modestes. Acheté aujourd'hui à Jean, le fils du pêcheur, 2 petites toiles de la côte. Il a un talent fou, mais personne ne le voit. Il peint avec la lumière de la mer dans les yeux. 50 francs. Plus loin, échanger une semaine de provisions contre une série de dessins au fusain de Marie, la serveuse du café. Ces portraits ont une tristesse qui vous transperce l'âme. Elle dit que c'est une bêtise. Je lui dis que c'est un don. Page après page, je découvrais l'histoire d'une passion secrète. Ma grand-mère avait passé sa vie à collectionner les œuvres d'une génération d'artistes bretons d'après-guerre, des peintres et des dessinateurs aujourd'hui oubliés, mais dont elle avait décelé le génie brut. Elle n'achetait pas des noms, elle achetait du talent. Elle n'investissait pas, elle préservait. La dernière entrée du carnet m'a fait monter les larmes aux yeux. Mon mari et mes enfants ne comprennent pas. Ils ne voient que de vieilles planches, des taches de couleur. Ils ne voient pas l'âme de cette terre que j'ai appris à aimer, capturée pour l'éternité. Ils parlent de vendre, de moderniser. J'ai donc décidé de tout cacher. Un jour, peut-être, quelqu'un d'autre verra. Quelqu'un qui saura écouter le bois et les couleurs. J'espère que ce sera toi, ma petite Solène. J'ai serré le carnet contre ma poitrine, secoué de sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de joie face à une fortune potentielle. C'étaient des larmes de reconnaissance. Je n'étais pas seule. Je ne l'avais jamais été. Ma grand-mère m'avait vue, elle m'avait comprise, bien au-delà de la mort. Elle avait su que je serais celle qui reviendrait, celle qui écouterait. Cet héritage n'avait rien à voir avec l'argent. C'était un héritage d'âme, une transmission de flambeau. Elle me confiait non seulement sa collection, mais aussi sa vision du monde, une vision où la valeur ne se mesure pas en euros, mais en beauté, en histoire et en passion. Ma colère envers ma famille s'est apaisée, remplacée par une détermination glaciale. Ils voulaient un combat basé sur l'argent, le profit, la valeur marchande. Très bien. J'allais leur donner ce combat. Mais j'allais le gagner avec les armes de ma grand-mère, la culture, l'histoire et une compréhension de la valeur réelle des choses qu'ils ne pourraient jamais,
jamais comprendre. J'ai regardé la petite clé en laiton qui brillait dans ma main. L'arme était trouvée. Il était temps de trouver les munitions. La petite clé en laiton n'ouvrait aucune porte visible de la maison. J'ai cherché pendant une journée entière, en vain. C'est en relisant une des lettres de ma grand-mère que j'ai trouvé l'indice. Elle parlait du seul endroit de la maison où le vin peut vieillir sans être dérangé par la lumière du soleil ou les jugements des hommes. La cave. Mais la cave principale, accessible depuis la cuisine, était banale et humide. La clé n'entrait dans aucune serrure. Je me suis souvenu des paroles de Madame Élodie, ses os sont encore solides. Je me suis mise à inspecter les murs de la cave, tapotant chaque pierre. Derrière une vieille étagère à vin vermoulu, le son était différent. Plus creux. En forçant, j'ai réussi à la déplacer, révélant une petite porte en bois sombre, presque invisible dans la pénombre, avec une serrure en fer noir qui correspondait parfaitement à ma clé. La porte s'est ouverte en grinçant sur une petite cave voûtée, sèche et fraîche. L'air y était immobile. Et là, soigneusement emballées dans des toiles de lin et des couvertures, appuyées contre les murs, se trouvaient des dizaines de toiles. Une trentaine, peut-être plus. Je les ai sorties une par une, avec une précaution religieuse. Sous la faible lueur de ma lampe torche, les couleurs explosaient, des paysages marins tourmentés, des portraits de paysans au visage buriné, des natures mortes d'une simplicité poignante. C'était la collection. Le trésor de ma grand-mère. Je savais que je tenais là quelque chose d'important, mais j'étais incapable d'en mesurer la portée. J'avais besoin d'un expert. Un nom m'est revenu, mentionné dans une des lettres. Un certain monsieur Léandre, un ami parisien de ma grand-mère, expert en art, qu'elle n'avait pas revu depuis des années. Une recherche rapide sur Internet m'a appris qu'il était devenu l'un des plus grands spécialistes de la peinture française du milieu du XXe siècle, à la tête de sa propre galerie d'expertise à Paris. Le cœur battant, j'ai composé son numéro. Je m'attendais à tomber sur une secrétaire, à devoir laisser un message qui ne serait jamais écouté. Mais c'est une voix d'homme, âgé et cultivé, qui a répondu. Léandre, à l'appareil. J'ai expliqué, d'une voix hésitante, qui j'étais. La petite fille d'Yvette Le Goff. Un silence a suivi. J'ai cru qu'il allait raccrocher. Yvette? A-t-il murmuré, et sa voix s'était teintée d'une émotion inattendue. Mon Dieu! C'était la femme avec le regard le plus juste que j'ai jamais connu. Elle a disparu de la circulation il y a des années. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Je lui ai parlé du carnet, de la cave, des tableaux. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a dit simplement, ne touchez plus à rien. J'arrive. Donnez-moi l'adresse. 2 jours plus tard, une élégante voiture noire s'est garée dans le chemin boueux de la ferme. Un homme d'environ 70 ans en est sorti, grand, mince, vêtu d'un costume impeccable qui détonnait complètement avec le décor. C'était monsieur Léandre. Je l'ai conduit à la cave. Il est entré, et le temps a semblé se suspendre. Il n'a pas dit un mot pendant près d'1 heure. Il passait d'une toile à l'autre, les inspectant avec une petite loupe, murmurant des noms que je ne connaissais pas. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, il s'est tourné vers moi, les yeux brillants d'une émotion intense. Il n'a pas parlé d'argent. Les premiers mots qu'il a prononcés ont été « Votre grand-mère, elle n'était pas seulement une collectionneuse. C'était une visionnaire. Un mécène secret. Elle a sauvé de l'oubli toute une génération d'artistes que le marché parisien snobait. Elle a sauvé un PAN de notre histoire culturelle, mademoiselle. Ce n'est qu'après, alors que nous étions remontés dans la cuisine et que je lui avais servi un café, qu'il a abordé l'autre aspect. Plusieurs de ces peintres, considérés comme mineurs à l'époque, ont été redécouverts ces dernières années. Leurs œuvres atteignent des sommets dans les ventes aux enchères. Cette collection, c'est une véritable bombe. Une estimation rapide? Sans expertise approfondie, je dirais que vous êtes assise sur, au bas mot, 20 millions d'euros. Le chiffre a flotté dans l'air. 20 millions. J'ai dû m'asseoir. Ma tête tournait. Mais ce n'était pas le chiffre qui m'importait le plus. C'était la validation. La confirmation que la passion de ma grand-mère, sa lubie, était en fait un acte de génie et de préservation.
Monsieur Léandre a vu le trouble dans mes yeux. Il a posé sa main sur mon bras. Mademoiselle, la valeur financière est une chose. Mais la véritable valeur de ce que votre grand-mère vous a laissé est ailleurs. C'est une leçon de vie. Elle vous a fait confiance. Ne la décevez pas. À cet instant, le plan est devenu clair dans mon esprit. La première étape de mon plan était de sécuriser la collection. Monsieur Léandre s'est occupé de tout avec une efficacité redoutable. En moins de 24 heures, une équipe spécialisée est arrivée discrètement, en pleine nuit. Chaque tableau a été emballé avec un soin infini et transporté dans un lieu sécurisé à Paris pour une expertise officielle. La petite cave était de nouveau vide, ne gardant que l'odeur de la terre et des secrets. La ferme était redevenue une simple ruine aux yeux du monde. La deuxième étape était de tendre le piège. J'ai attendu 2 jours, le temps que la pression monte. Puis, j'ai rappelé ma tante Alix. J'ai pris une voix lasse, résignée. Tante Alix ? C'est Solène. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Ah, ma chérie, a-t-elle glapi à l'autre bout du fil, incapable de cacher sa satisfaction. Tu vois bien que tu peux être raisonnable quand tu veux. Oui. J'ai soupiré. C'est trop pour moi, cette maison. Tu as raison. C'est un fardeau. Dis à Augustin que j'accepte de rencontrer son promoteur. Le silence qui a suivi n'a duré qu'1 seconde, mais il était lourd de triomphe contenu. Merveilleux. Je leur dis tout de suite. Tes parents vont être si soulagés. Tu prends la bonne décision, ma puce. La meilleure. Je savais qu'à l'instant où elle raccrocherait, elle appellerait ma mère, qui appellerait mon père, qui appellerait Augustin. La nouvelle allait se répandre comme une traînée de poudre. La brebis égarée était rentrée au bercail. La rebelle avait capitulé. Le rendez-vous a été fixé 3 jours plus tard, à la ferme. Pour faire une première estimation des travaux de démolition, avait précisé Augustin au téléphone, avec un tact qui lui était propre. Il m'a aussi informé que toute la famille serait présente, pour me soutenir moralement. Et que Grégoire viendrait également, en tant que conseiller, pour s'assurer que tout se passe bien pour moi sur le plan financier. La mascarade était totale, et abjecte. Le jour J, je les ai vus arriver, formant un petit convoi sur le chemin de terre. La voiture de mes parents, suivie de la décapotable de sport d'Augustin, avec Grégoire sur le siège passager. Ils sont sortis de leur véhicule, habillés comme s'ils allaient à une garden party, regardant la ferme avec un mélange de dédain et de soulagement. Eh bien, te voilà, a lancé ma mère en s'approchant, me faisant une bise sur la joue qui avait le contact du papier de verre. Tu as l'air un peu sauvageonne, ma pauvre chérie. Mais ne t'inquiète pas, tout ça sera bientôt fini. Augustin, lui, m'a gratifié d'un petit sourire condescendant. Il a fait le tour de la maison, les mains dans les poches, suivi comme son ombre par Grégoire. Je les entendais parler. On pourrait raser tout ça en 1 semaine, disait Augustin. Le potentiel de cet emplacement est énorme, bien joué, répondait Grégoire, d'un ton de connaisseur. Il ne me regardait même pas. J'étais devenue un élément du décor, aussi insignifiante qu'une mauvaise herbe. Ils ne discutaient pas de ma maison, ils discutaient déjà de leur futur projet. Peu après, la voiture du promoteur est arrivée. Un homme corpulent en costume-cravate, avec un sourire carnassier. Il a serré la main à tout le monde, sauf à moi. Il s'adressait uniquement à Augustin et Grégoire. Ils se sont tous installés dans ce qui restait du jardin, sur des chaises que j'avais sorties pour l'occasion. Je leur ai servi un café, jouant mon rôle de perdante docile. Le promoteur a sorti ses plans, les étalant sur une vieille table de jardin rouillée. Donc, voilà le projet, a-t-il commencé d'une voix forte. Un complexe de 10 lodges de luxe, avec piscine et spa. On table sur une clientèle haut de gamme. Concernant le terrain, étant donné l'état de la bâtisse existante et les frais de dépollution, on peut vous faire une offre à. Je les regardais, penchés sur leurs plans, leurs visages avides illuminés par le pâle soleil breton. Ils étaient 6 sur 2, si certains de leur victoire. Mon père hochait la tête d'un air entendu, ma mère souriait, Augustin jubilait. Grégoire, lui, avait sorti un carnet et prenait des notes, le conseiller financier parfait. Il ne se doutait de rien.
Ils ne sentaient pas le sol qui commençait à trembler sous leurs pieds. Ils ne voyaient pas le nuage qui s'amoncelait à l'horizon, prêt à déchaîner sur eux un orage qu'ils n'avaient pas vu venir. Et moi, je savourais cet instant. Le calme avant la tempête. Le dernier moment de leur ignorance béate. Le promoteur, Monsieur Leroux, était en plein milieu de son argumentaire sur les avantages fiscaux de la transaction quand le bruit d'un moteur puissant, très différent de celui de sa berline, s'est fait entendre sur le chemin. Une magnifique Jaguar noire, d'un modèle ancien mais impeccablement entretenu, avançait lentement et s'égarait juste derrière la décapotable d'Augustin, la bloquant de fait. Tous les regards se sont tournés. Le silence est tombé, interrompu seulement par le chant des oiseaux. Monsieur Léandre est sorti de la voiture. Il portait un pardessus en cachemire et tenait une mallette en cuir à la main. Il avançait avec une aisance aristocratique qui contrastait violemment avec la boue du chemin. Il était suivi par 2 autres personnes, un homme et une femme, en costume sombre et à l'allure très professionnelle. « Excusez-moi de vous déranger », a dit Monsieur Léandre d'une voix calme mais qui portait étonnamment loin. Son regard a balayé l'assemblée, s'arrêtant une seconde sur moi avec une lueur complice, avant de se fixer sur le promoteur. Je crains qu'il y ait un léger malentendu. Cette propriété n'est pas à vendre. Augustin s'est levé d'un bond. Pardon ? Mais qui êtes-vous ? C'est une réunion de famille privée. Je suis Armand Léandre, a-t-il répondu simplement, comme si ce nom devait tout expliquer. Et pour le promoteur, qui a blêmi visiblement, ce fut le cas. Et je suis ici en tant qu'expert et conseiller de mademoiselle Solène Legrand, la seule et unique propriétaire des lieux. Grégoire a froncé les sourcils, son visage passant de la suffisance à l'incompréhension la plus totale. Conseiller ? Mais son conseiller, c'est moi. Monsieur Léandre l'a gratifié d'un regard glacial. Je ne crois pas que nous opérions dans la même catégorie, monsieur. Je ne conseille pas sur des transactions immobilières de bas étage. Je m'occupe d'art. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un document épais, relié. Et mes collaborateurs, de la compagnie d'assurance Hiscox, sont ici pour finaliser les derniers détails du contrat d'assurance de la collection Les Agents. La collection quoi ? A laissé échapper ma mère, Martine. Monsieur Léandre a souri, un sourire fin et acéré. La collection d'art que la grand-mère de mademoiselle Solène, madame Yvette Le Goff, a patiemment constituée tout au long de sa vie, et qu'elle lui a léguée. Une collection qui, après une première expertise, est évaluée à une valeur planchée de 20 millions d'euros. Le chiffre est tombé dans le silence comme une pierre dans un lac. 20 millions d'euros. Je n'ai pas regardé mes parents, ni mon frère, ni Grégoire. J'ai regardé leur réaction se refléter sur le visage du promoteur. La mâchoire lui en est tombée, littéralement. Il a regardé ses plans, puis la ferme, puis Monsieur Léandre, comme s'il essayait de comprendre comment un tas de cailloux pouvait soudainement valoir plus que tout l'or du monde. Puis, j'ai tourné la tête. Le visage d'Augustin était passé par toutes les couleurs. Le blanc de la stupeur, le rouge de la colère, et maintenant une sorte de vert maladif. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Grégoire était figé, sa bouche entr'ouverte, son carnet lui ayant glissé des mains pour tomber par terre, dans la boue. Il ressemblait à un ordinateur qui venait de planter. Mon père, lui, bégayait. 20. Mais, c'est impossible. Il n'y a rien ici. Que des vieilleries. C'est Augustin qui a retrouvé la parole en premier. Une parole hurlée, stridente. C'est un mensonge. Elle a inventé tout ça. Tu as volé. C'est l'argent de la famille. Tu as caché ça où ? Tu as volé notre héritage. Il a fait un pas vers moi, le visage déformé par la rage. Mais Monsieur Léandre s'est interposé, calme et impérial. Je vous prierai de modérer votre langage, jeune homme. Mademoiselle Legrand n'a rien volé. Elle a simplement accepté l'héritage que sa grand-mère lui a destiné. Un héritage de l'esprit, que visiblement, tout le monde ici avait jugé bon de jeter aux orties. C'est ma mère qui a prononcé les mots les plus révélateurs. En larmes, elle s'est tournée vers moi, non pas avec de la joie, mais avec une sorte de reproche désespéré. Solène, pourquoi tu ne nous as rien dit ? 20 millions. Tu te rends compte de ce que ça représente ?
Ça aurait pu aider Augustin à lancer sa société. Ça aurait assuré son avenir. On a tout fait pour lui donner le meilleur. Elle l'avait dit. Elle avait avoué. Dans sa panique, elle avait exposé au grand jour des décennies de partialité, de sacrifices faits sur mon autel pour le bien-être de son fils adoré. Je l'ai regardé, et pour la première fois de ma vie, je ne ressentais plus de douleur. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus rien. Juste un vide immense. Je les ai regardés, tous les quatre, mon père, ma mère, mon frère, mon ex-fiancé, et j'ai vu des étrangers. Des étrangers cupides et paniqués, pris dans le piège qu'ils avaient eux-mêmes contribué à construire. Le silence était revenu, mais cette fois, il n'était plus à moi. Il était à eux. Un silence lourd de leur propre honte. Le chaos qui a suivi le dévoilement fut à la fois pathétique et instructif. Augustin continuait de crier au vol, menaçant d'appeler des avocats, la police, le président de la République s'il le fallait. Mon père tentait de le calmer, tout en me lançant des regards où la confusion se mêlait à une lueur de calcul. Ma mère pleurait, répétant en boucle « Mais pourquoi, Solène, pourquoi ?» comme si j'étais l'auteur d'un crime odieux. Le promoteur, lui, avait discrètement remballé ses plans et s'était éclipsé, comprenant qu'il n'y avait plus rien à tirer de cette situation. C'est Grégoire qui a tenté la première manœuvre de retournement. Il a attendu que l'attention se détourne de lui un instant pour s'approcher de moi. Il avait recomposé son visage, arborant une expression de regret contrit. « Solène » a-t-il commencé d'une voix douce, presque un murmure. Je n'imaginais pas. Je suis un idiot. J'ai été aveuglé par les apparences, par la pression. Ce que j'ai dit l'autre soir, je ne le pensais pas. On peut oublier tout ça, non? On peut repartir de zéro. Toi et moi, avec ça, on pourrait faire des choses incroyables. Il a fait un geste vague vers la maison, un geste qui englobait les 20 millions d'euros. Je l'ai regardé. J'ai regardé son costume impeccable, maintenant légèrement sali par la boue au bas du pantalon. J'ai regardé ses yeux, qui essayaient de feindre l'amour mais qui brillaient d'une cupidité non dissimulée. Et j'ai ressenti une immense pitié pour lui. Laquelle des deux facettes est la vraie, Grégoire, ai-je demandé calmement. Le conseiller financier qui me traite d'investissement non rentable, ou celui qui revient en rampant quand l'investissement s'avère être une mine d'or? Il a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai interrompu. Le meilleur investissement n'est pas toujours celui qui a le plus de zéro, tu sais. C'est celui qui a une valeur qui dure. Et ça, tu ne le comprendras jamais. Tu as fait les calculs. Tu as perdu. Maintenant, s'il te plaît, pars. Il est resté figé une seconde, le visage décomposé par l'humiliation. Puis, sans un mot, il a fait demi-tour et a rejoint Augustin, qui lui a lancé un regard noir de trahison. Leur empire s'était effondré avant même d'avoir été bâti. Enfin, je me suis tourné vers mes parents. Le calme était revenu en moi. Un calme étrange, presque chirurgical. Pendant toutes ces années, ai-je commencé, et ma voix ne tremblait pas, vous m'avez traité comme une pièce rapportée, une anomalie. Comme cette ferme, que vous appeliez votre débarras. Vous n'avez jamais cherché à voir ce qu'il y avait en moi, de la même manière que vous n'avez jamais cherché à savoir ce qu'il y avait dans cette maison. Vous étiez trop occupé à polir votre joyau. Mon regard s'est tourné vers Augustin. Ce que j'ai trouvé ici, ce n'est pas de l'argent. C'est la preuve que quelqu'un, dans cette famille, m'a aimé pour ce que j'étais. C'est l'héritage de ma grand-mère. L'héritage de son âme, de sa passion. Une chose que vous avez jugée sans valeur et que vous étiez prêt à vendre au premier venu pour financer les caprices de votre fils. J'ai fait une pause, les laissant absorber le poids de mes mots. Je ne vendrai pas la collection. Et je ne vendrai pas cette ferme. Je vais la restaurer. Je vais utiliser l'argent de l'assurance pour en faire un lieu qui honorera sa mémoire. Un lieu où la beauté et l'histoire auront plus de valeur que n'importe quel bilan financier. J'ai regardé ma mère, dont les larmes avaient redoublé. Tu as dit que cet argent aurait pu assurer l'avenir d'Augustin. Tu as tort. Cet argent va me permettre de préserver notre passé. Le seul passé qui vaille la peine d'être sauvé. Sur ces mots, je leur ai tourné le dos. Je me suis dirigé vers la porte de la ferme, ma forteresse.
Je les ai entendus m'appeler, mais je n'ai pas ralenti. J'ai franchi le seuil et j'ai refermé la lourde porte en chêne. Le bruit du pêne qui se verrouille a résonné, mettant un point final à un chapitre de ma vie. Je les ai laissés là, dehors, au milieu des ruines de leurs propres illusions. Aujourd'hui, des mois ont passé. Les travaux de restauration de la ferme ont commencé. C'est un travail lent, méticuleux, mais chaque pierre que je replace, chaque poutre que je consolide, c'est un peu de moi-même que je reconstruis. Monsieur Léandre m'aide à organiser la future fondation qui portera le nom de ma grand-mère. Ma famille essaie toujours de me contacter. Ils m'envoient des messages, disant que l'argent n'a pas d'importance, que seule la famille compte, qu'ils veulent se faire pardonner. Ils disent que j'ai volé le futur de mon frère. Mais je pense que je n'ai fait que réclamer mon passé, et la valeur de ma propre âme. Alors je vous pose la question. Ai-je eu tort de choisir l'héritage de mon âme plutôt que celui de ma famille ?